ces évolutions géographiques et de nature induisent des nouveaux besoins de conseil. Et on va évoluer là maintenant vers l'aspect marketing, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait pour ces éleveurs? Tu as une demi-heure de temps de parole. Alors, bon, un petit démarrage avant de me présenter en termes de clin d'œil vis-à-vis de la modératrice, parce que depuis hier soir, elle n'arrête pas de me demander d'être bref, d'être concis, parce que j'ai toujours tendance à être un peu bavard et à dépasser. Alors voilà, Yann, un petit clin d'œil à Sampé, en passant. Voilà. Donc, effectivement, je vais tenter d'être bref, et donc je vais avoir cette promesse. Bon, rapidement, donc me présenter, vous représentez l'entreprise, vous la présentez, IMPC. Donc, c'est une entreprise qui est un cabinet de marketing depuis un certain nombre d'années, ça se compte même en décennies maintenant, qui donc a un point d'ancrage très fort en matière de, je dirais, de type de conseil, c'est qu'on aide les entreprises à se développer. On sait faire que ça, et pour ça, on a développé 3 types de services, des études de marché, du conseil en développement, et de la formation, évidemment, de la formation qui est très orientée sur les thèmes du marketing et du commercial. On a un secteur d'activité qui est très marqué également, avec un ancrage très fort dans le domaine de l'élevage, puisqu'on réalise près de 80% de notre chiffre d'affaires dans le secteur de l'agriculture, donc auprès ce qu'on a coutume d'appeler les agrofournisseurs. Comme tous les cabinets conseils, on est adossé désormais à un réseau. On s'est adossé il y a quelques années au groupe de conseil Cogedis Fideor, qui est un groupe qui se développe depuis maintenant pas mal d'années et qui historiquement était le premier centre de gestion agricole de France, bon, qui depuis a beaucoup plus d'ambition, mais qui nous permet d'avoir plus de moyens, notamment en termes de ressources pour faire du conseil ou du développement. Et puis, pour ce qui concerne la fiche d'identité de l'entreprise, donc, je vous dis, ça se compte presque en décennies, puisqu'on a été créé en 1994 et on est situé à Paris, pas tellement loin du parc Disney. Alors, je vais articuler donc mon propos autour de 3 idées forces, puisque j'ai effectivement une demi-heure. Bon, c'est une session de formation. Enfin, c'est le vœu de l'AFTA, donc il faut faire un petit rappel de formation. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de marketing. On va simplement rappeler deux, trois fondamentaux. Et puis surtout rappeler en fait ce qui a présidé un peu à la décision de faire cette journée et de suggérer à l'AFTA de l'organiser. Bon, le contexte économique et démographique a été brillamment décrit par Yves Trégaro tout à l'heure. Bon, l'homme de marketing que je suis depuis un certain nombre d'années fait le constat depuis aussi un certain nombre d'années, c'est que nous sommes sur un marché mature. Le terme de maturité a d'ailleurs été employé. Je poursuivrai un petit peu le trait en disant sur un certain nombre de points, quand on voit les formes des courbes, nous sommes sur un marché en déclin. Sur un certain nombre de points, dans tout ce qui concerne donc l'agrofourniture dans le domaine de l'élevage. Bon, un certain nombre d'indicateurs laissent à penser qu'effectivement on aura du mal à repartir dans les phases de croissance, on peut l'espérer, mais pour le moment on est obligé bien entendu de gérer des stratégies, et notamment de faire du marketing sur des marchés matures, sur des marchés en déclin. Bon, ce qui en soi est pas dramatique, hein, je veux dire, l'objectif de mon exposé, c'est surtout pas de dramatiser les choses. Un marché en déclin ou un marché mature, ça génère aussi d'énormes opportunités sur le plan pro-commercial pour celui qui, évidemment, veut s'intéresser à son marché et pas seulement à sa clientèle. Alors, sur un marché en déclin, il apparaît très fortement un point, notamment dans les entreprises nous avec lesquelles on réfléchit, auprès des entreprises qu'on conseille, c'est que les entreprises qui interviennent sur des marchés en déclin ou matures cherchent évidemment à se différencier, hein, de telle manière à attirer l'attention de leur clientèle, hein, parce que quand vous avez de moins en moins de clients, mathématiquement, quand vous regardez la pyramide des âges des agriculteurs et des éleveurs, c'est sûr que inévitablement il y aura de moins en moins de clients. Donc il va falloir évidemment capter l'attention de ses clients, garder ses clients actuels, voire éventuellement espérer en conquérir certains nouveaux. Et donc l'objectif de la différenciation est très fort. Il faut que je ne sois absolument pas perçu comme une entreprise qui a une offre banale, mais qu'une entreprise qui se différencie. Et quand vous ouvrez un bouquin de marketing, il n'y a pas 36 manières de se différencier, hein. Vous pouvez vous différencier par l'innovation, ça c'est le premier point. Bon, est-ce qu'à l'heure actuelle,
en matière d'élevage et auprès des entreprises qui fournissent les éleveurs, que ça soit plutôt dans notre métier, c'est-à-dire l'alimentation animale, est-ce que dans les 10 ans à venir, il y a une entreprise qui va sortir un iPad ou l'équivalent d'un iPad ou l'innovation très forte, ou l'équivalent d'un Scénic il y a quelques années pour Renault, par exemple? Moi, à ma connaissance, c'est pas le cas. Donc, différenciation par l'innovation, difficile. Quand je travaille avec mes clients, je leur dis la deuxième hypothèse, c'est la différenciation par les prix. Est-ce que vous avez l'intention de baisser vos prix dans les années à venir? En général, j'ai un discours assez peu réceptif. Enfin, je dirais, j'ai une écoute assez peu réceptive. Quand on dit aux clients, il faut baisser les prix, ils n'aiment pas. Bon. Donc, c'est une porte qui se ferme très très vite. Troisième axe de différenciation, pas le choix, c'est par le service. Voilà. Et qui dit service, dit évidemment service auprès des éleveurs. Donc, si je pars du principe que mon offre en matière de produits est relativement banalisée par rapport à mes concurrents, je ne vais pas pouvoir apporter un produit sensiblement meilleur. Il est aussi malin que moi. Il a les mêmes usines, il a les mêmes salariés, il a les mêmes process, il a les mêmes firmes-services. Bon, la différenciation produit, non, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, évidemment, je vais devoir déployer du service auprès des éleveurs, et ce service auprès des éleveurs, il a été progressivement monté aux puissances. C'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre de services être apportés aux éleveurs. On a été attentif au cours des années précédentes, on a été attentif à leur apporter une bonne logistique. Ensuite, on a été attentif au fait de leur apporter un suivi technique. Ensuite, on a été attentif au fait de leur apporter du calcul de ration. Ensuite, et c'est la dernière génération, on a été attentif au fait de leur apporter un suivi technico-économique, notamment par les coûts alimentaires, les coûts de production, etc., etc. Seulement le problème, c'est que moi j'ai un petit schéma ici, qui est un schéma de marketing, qui paraît extrêmement compliqué comme ça, mais qui est très simple. Vers le haut, il y a une tendance du consommateur à intégrer les services comme étant, je dirais, totalement banaux les uns après les autres. C'est-à-dire que plus on avance en service, plus le consommateur s'approprie le service, et considère que ce service est acquis. Donc je suis obligé de rajouter un autre service, je suis obligé de rajouter un autre service, je suis obligé de rajouter un autre service. C'est exactement comme une automobile. Par exemple, vous parlez du Scénic tout à l'heure. Bon, il y a 15 ou 20 ans, avoir une automobile sans direction assistée, ça faisait partie des choses normales. Dorénavant, imaginez un constructeur automobile qui dise je vais pas faire de direction assistée ou je vais vous mettre une direction assistée en option, voire la clim, ça paraît totalement irréaliste. Donc ça veut dire que ce service-là a été intégré et fait partie d'une banalité. Bon, nos éleveurs raisonnent de la même manière. C'est-à-dire que si j'intègre tous ces éléments dont je parlais tout à l'heure, la performance logistique, le suivi technique, le calcul de ration, le suivi des rations technico-économiques, ça fait partie des fondamentaux que peut apporter une entreprise qui intervient chez un éleveur. Ne pas apporter ça, c'est déjà une différenciation par le négatif. Mais ça devient banal. Ça va devenir de plus en plus banal. Donc, la solution, elle est vers la droite, c'est-à-dire de trouver effectivement une différenciation et une attractivité qui sortent en fait, de ces, je dirais, un petit peu de ces sentiers battus, excusez-moi d'être un petit peu négatif. Le raisonnement marketing est inéluctable à ce niveau-là. C'est le seul rappel de marketing que je ferai. C'est-à-dire, attention, plus on empile des services, plus le consommateur les intègre comme des fondamentaux auxquels il a droit. Donc il va falloir de plus en plus être créatif au niveau des services. Alors, c'est le deuxième thème que je vais développer devant vous, c'est qu'effectivement, on a été amené, nous au niveau d'IMPC, à creuser ce thème-là et à chercher auprès des éleveurs, en faisant des études de marché, on fait du marketing, on fait des études de marché, disant, quels sont effectivement les points sur lesquels il est possible d'aller en matière de service vis-à-vis des élevages pour essayer de trouver une attractivité supérieure. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on parle de service auprès des éleveurs, évidemment, on va très vite sur l'aspect conseil. L'aspect conseil auprès des élevages est effectivement un enjeu qui me paraît essentiel pour tous les intervenants qui sont susceptibles à un moment ou à un autre de vendre quelque chose dans un élevage. Et
autre élément qui nous a paru essentiel, enfin à découvrir, c'est que quand on regarde effectivement ce marché du conseil auprès des éleveurs, ben on s'est aperçu d'une chose, c'est que tout le monde à l'heure actuelle est en train de réfléchir à ce thème-là. Hein, c'est le thème de la journée, c'est-à-dire que les intervenants qui veulent se succéder derniers mois sont effectivement des personnes qui ont réfléchi à la mise en place, au déploiement commercial d'une gamme de services originale vis-à-vis des éleveurs. Pourquoi? Bah, toujours pareil, pour se différencier, pour sortir d'une image qui était peut-être un petit peu trop technique, qui était peut-être un petit peu trop ancrée dans la routine. Et un certain nombre d'entreprises donc cherchent à innover. Alors, innover par rapport à quoi? Bah, par rapport à des attentes des éleveurs. Alors, rapidement quelques éléments donc sur les typologies d'éleveurs. Bon, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec des typologies d'éleveurs. Je vais simplement vous en rappeler une qui est, pratiquement que tout le monde connaît. C'est que jusqu'à maintenant, quand on faisait des études, nous-mêmes à IMPC, d'éleveurs, alors, je dirais bovin ou allaitant. Hein. La difficulté de mon exposé, c'est d'essayer de globaliser effectivement les deux. Bon, il y a des nuances d'un secteur à un autre. Bon, mais on avait, c'était classique en typologie, une typologie en tonneau. Hein, c'est-à-dire qu'on avait au milieu, je crois qu'il y a un pointeur quelque part. Voilà. On avait, s'il veut bien marcher, oui. On avait ici ce qu'on appelait les progressistes. Alors, suivant les noms, suivant les cabinets, ça peut changer. Enfin, disons, grosso modo, ce qu'on appelle le ventre mou au niveau du marché, hein, c'est-à-dire la majorité des éleveurs travaillent sur la confiance, sont en confiance avec leurs fournisseurs. Et puis, en haut, bon, alors encore une fois, suivant les cabinets, on les appelle les explorateurs. J'ai même entendu parler de turbo-libéraux à une époque, chefs d'entreprise, enfin bon, ce qu'on appelle un petit peu le haut du panier, enfin, c'est pas gentil pour les autres. Et puis, traditionnellement, justement, des éleveurs qui sont plus sur la tradition, qui achètent plus sur le prix, qui sont moins explorateurs, et qu'on avait qualifié d'immobiles, ce qui n'est pas un nom très, très, très sympa. Bon, je pense que, pour faire court, justement, cette typologie-là, il va falloir l'oublier. À l'heure actuelle, nous, les études qu'on produit nous laissent à penser qu'on va évoluer, et on est déjà en train d'évoluer, notamment sur les contraintes économiques et démographiques qui viennent d'apparaître, d'une typologie donc en tonneau à une typologie en tam-tam. Hein, c'est-à-dire que ce fameux ventre mou est en train de se réduire au profit, si je puis parler de profit, au profit du clan des explorateurs et du clan des immobiles. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un étirement du marché autour de deux pôles. Bon, ce qui est assez classique sur les marchés matures d'ailleurs. Hein. Sur les marchés matures ou sur les marchés en déclin, on a toujours plus ou moins ce phénomène de marché qui s'écarte autour de deux pôles, le haut de gamme et le bas de gamme. Prenez le marché, je reste sur le marché de l'automobile, excusez-moi, mais si vous prenez le marché de l'automobile, si vous lisez le rapport gallois, il est très clair là-dessus, on a un marché qui se tire vers le haut et vers le bas, avec des entreprises qui réussissent très bien dans le haut de gamme, je pense que c'est pas la peine de citer de nom, et des entreprises qui réussissent très bien également dans le bas de gamme. Et toute la difficulté de l'industrie automobile française, c'est justement d'être là. Donc là, c'est l'apanage de tous les secteurs en déclin ou mature, c'est d'évoluer vers des phénomènes comme ça. Alors évidemment que si on était resté sur un conseil traditionnel auprès de ce type d'éleveurs-là, compte tenu de cette évolution, les explorateurs vont pas forcément retrouver leurs petits. Et puis les immobiles non plus. Pourquoi? Parce que on a un conseil qui est en train de se bipolariser, un marché du conseil qui est en train de se bipolariser. Alors bon, je vous ai mis 30-70, bon c'est vraiment un ordre d'idée, hein, parce que c'est des études qualitatives, c'est pas des études quantitatives qu'on a réalisées pour ça. Mais je dirais, ici on a encore un conseil qui est très traditionnel, plutôt sur des thèmes techniques, avec une vision compétitivité par les prix, c'est-à-dire qu'on conseille aux agriculteurs d'acheter le moins cher possible. Bon, dans bien des cas, notamment certains centres de gestion encore. Et puis de l'autre côté, un type de conseil qui évolue, qui tire effectivement d'une autre manière, qui cherche à innover, qui cherche à aller sur, ça se paraît complètement fou il y a encore 10 ans, maintenant on commence à parler d'accompagnement stratégique des élevages ou des éleveurs. Évidemment, on parle des éleveurs dont on parlait tout à l'heure, 1 million de quotas, des gens qui ont effectivement un élevage conséquent, qui sont à 4 ou 5 associés. Bon, ces gens-là ont forcément besoin d'avoir un projet stratégique, un accompagnement stratégique,
Moi, il m'est arrivé il y a quelque temps d'aller faire, par exemple, en exploitation, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je vous recommande de le faire. Vous connaissez tous, j'espère, enfin je pense, la matrice SWOT, hein, la matrice opportunité, menace, point fort, point faible. Faites ça dans un élevage, ça marche impeccable. Hein. Un élevage, c'est une entreprise qui a des opportunités, des menaces, des points forts et des points faibles. Bon, et ça marche impeccable. Ensuite, on peut effectivement tracer des lignes au niveau d'un projet stratégique sans aucun problème. Les hypothèses stratégiques, on les connaît, elles sont dans les bouquins de stratégie, diversification, réduction des coûts, développement, enfin, etc. On peut travailler avec un éleveur, et quand on travaille avec un éleveur sur des axes comme ça, je peux vous dire que la plupart du temps, il apprécie. Hein, parce que ça lui permet justement de sortir un petit peu de ce trou noir dans lequel il perçoit son avenir à 2-3 ans. Bon, et puis par opposition à la vision compétitivité par le prix, un autre axe qui est la vision compétitivité évidemment par le revenu. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert de dire à un éleveur d'acheter moins cher si effectivement il est plus intéressant, et vous allez voir que ça correspond de plus en plus à leurs attentes, de travailler sur la pérennité et l'augmentation du revenu, qui est un axe beaucoup plus intéressant au niveau du conseil et qui ouvre beaucoup plus de perspectives que de lui dire en permanence qu'il achète trop cher. Alors les attentes des éleveurs en matière de conseil évoluent, c'est normal, donc c'est le thème de mon exposé aujourd'hui. Bon, rapidement, 4 axes qui sont, je dirais, tout à fait cohérents les uns les autres. La notion de dégager du temps, on va commencer par là, nous on l'a pointé depuis des années. Alors, c'est pas forcément... Au départ, on entendait souvent les éleveurs dire dégager du temps pour le week-end, pour la famille, pour les vacances. Oui, ok, il y a ça derrière. Ça, c'est pointé depuis longtemps. Par contre, la notion de dégager du temps, elle prend à l'heure actuelle de plus en plus de contours, je dirais, rentabilité et productivité. On va le voir tout à l'heure. Dégager du temps, pourquoi ? Pour avoir éventuellement plus d'autonomie vis-à-vis de qui ? Justement des conseilleurs qui n'ont pas forcément une très bonne image pour un certain nombre d'éleveurs. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de boucs émissaires qui sont montrés du doigt. Alors évidemment, la feuille de route, c'est toujours d'essayer de continuer à développer l'entreprise, toujours continuer à développer l'exploitation, mais pas à n'importe quel prix. Évidemment, l'axe majeur, ça sera de plus en plus de contrôler la rentabilité. Ces quatre axes-là sont extrêmement cohérents. Hein. C'est les éleveurs qui parlent, là, c'est pas moi. Hein. Il faut que je dégage plus de temps pour avoir plus d'autonomie, que je continue à développer, mais je ne continuerai pas à développer n'importe comment. Je développerai si, effectivement, je peux contrôler ma rentabilité, s'il y a une espérance de rentabilité et de gain à la sortie. C'est un discours de chef d'entreprise. Bon. Depuis le temps qu'on dit qu'on aura en face de nous des chefs d'entreprise, moi ça fait 20 ans que j'interviens en agriculture, et que j'entends dire que les éleveurs vont être des chefs d'entreprise. Je pense que là, ça commence vraiment à y être, quoi. Alors, on va essayer de creuser un petit peu ça. Alors, la feuille de route continue à développer, oui, continue à développer l'exploitation, ça fait plutôt plaisir. On a effectivement, bon, je suis dans le haut du tam-tam, évidemment, hein. On a effectivement des éleveurs, que ça soit en lait ou en allaitant, qui sont plutôt sur une logique entrepreneuriale, sur une logique de développement. Tant mieux, il y en a. Mais donc dire effectivement que le développement fait partie de la feuille de route, excusez-moi, je me répète, hein, mais ça ne se fera plus à n'importe quel prix, plus n'importe comment, et certainement plus avec n'importe qui. Hein. Je pense que ça, c'est une première chose sur laquelle les éleveurs nous alertent. Alors, dégager plus de temps, c'est ce que je vous disais, au-delà de la recherche de temps libre de plus en plus présente, mais déjà pointée auparavant, le travail sera perçu différemment. On commence à avoir des éleveurs qui ont un discours intéressant, c'est de ne plus perdre de temps dans les ateliers qui seront plus rentables. Bon, ça paraît logique, enfin moi ça m'a toujours semblé logique. Bon, et ça se traduit de plus en plus par des allocations de temps. L'autre jour, j'étais dans une table ronde avec des éleveurs, et il y en a un qui a dit, mais moi, alors évidemment c'est un épiphénomène, qui a dit, mais moi je vais allouer du temps en fonction des ateliers qui me sont prouvés comme étant les plus rentables. J'en ai marre de perdre mon temps dans des ateliers dont la rentabilité n'est pas démontrée. Bon, alors ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi il y a un certain nombre d'arrêts d'ateliers laitiers à l'heure actuelle. Donc l'investissement en temps de travail sera regardé comme un investissement financier. Ok ? Des allocations de temps. Il faudra que j'ai du temps pour ce qui est rentable, et les notions de marge à l'heure de travail sont désormais évoquées. C'est-à-dire que
un certain nombre d'éleveurs qui commencent à dire bah, j'octroie tant d'heures de travail, de mon travail, ou de mes salariés, ou de mes associés, etc., par rapport à une rentabilité escomptée de l'atelier. Est-ce que bon, alors évidemment, c'est des épiphénomènes. Mais nous, notre travail en tant que société de marketing, c'est d'aller chercher ce genre évidemment d'exception. Disant attention, est-ce que ça préfigure pas effectivement le type d'éleveur qu'on aura demain? Parce qu'il y en a déjà comme ça. Ok, bon. Plus d'autonomie. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'éleveurs qui disent être en perte de repères, notamment par rapport à leurs conseillers dits traditionnels. Hein. Donc, il y a toujours, quand on est en perte de repères, un peu de recherche de bouc émissaire. Donc, quand une exploitation est un peu en difficulté, évidemment, les éleveurs disent qu'ils ont été mal conseillés. Bon, et non pas que c'est forcément de leur faute. Donc, classiquement, on souhaite reprendre sa liberté vis-à-vis d'institutions, d'entreprises qui n'ont pas su alerter ou conseiller l'agriculteur à temps. C'est vrai qu'il y en a. Il y a des... Autour des élevages, quand on interroge ces gens-là, ben, ils sont capables de citer, je ne citerai pas de nom, mais un certain nombre d'organismes qu'ils perçoivent comme trop dogmatiques ou imposant les vieux poncifs ou les vieux modèles. Bon, je pense qu'on a peut-être des idées en tête, ça dépend un peu des régions. Il me reste encore une demi-heure, c'est ça? Donc, c'est parfait, tout va bien, j'assure. Donc, on va montrer du doigt, parfois, je ne citerai pas de nom, nominativement, les coopératives, les groupes de distribution, la filière, les centres de gestion, ça dépend des éleveurs. Mais il y a à l'heure actuelle un certain nombre de personnes qui remettent en cause un petit peu les positions assises hein, d'un certain nombre de conseillers avec lesquels ils ont travaillé dans les années précédentes. On est à la recherche du conseiller idéal, alors je vais vous donner quelques idées sur le conseiller idéal tout à l'heure. Contrôler la rentabilité, bah, c'est évident, hein, ça va avec. Hein. Donc sur le plan structurel, l'évolution de l'agriculture est telle que les augmentations de revenus ne passent plus forcément par une augmentation de la production ou des investissements sauvages, comme c'était le cas il y a encore 30 ans. Hein. On a tous connu les 30 glorieuses en agriculture, où il suffisait de mettre un petit peu plus d'intrants, excusez-moi, et d'entrain aussi, un petit peu plus d'engrais, et puis bah, ça passait, et on augmentait le rendement de cette manière-là. Bon, il y a quand même un certain nombre de faits dans l'environnement de l'élevage qui mettent un frein à ce niveau-là, la conditionnalité par exemple. Donc, sur le plan conjoncturel, les conditions sont telles qu'il faut sécuriser le revenu et la production de chaque atelier. La notion de sécuriser le revenu revient régulièrement comme un axe intéressant. Tout ça, je pense que ce sont des axes intéressants pour essayer de colorer le conseil qu'on peut apporter aux éleveurs. Conseil technique au départ, mais la technique n'a d'intérêt que si effectivement elle permet de sécuriser, d'optimiser le revenu, de rentabiliser, etc. Je pense que c'est l'axe sur lequel il faut avancer. Donc ça nécessitera un contrôle maximum de la rentabilité des moyens existants et des futurs investissements. Au-delà de ça, on a donc identifié 4 grands objectifs. Pour terminer sur ce sujet-là, les éleveurs nous ont parlé aussi de 7 grands facteurs clés de succès. On va les nommer rapidement. Donc, vous avez ici les 4 grands axes. Autour de ça, il y a 7 facteurs clés de succès identifiés par les éleveurs. Optimiser les outils de production, atteindre des tailles critiques d'exploitation, c'est ce qu'ils disent, ça paraît nécessaire pour les années à venir. Évaluer les investissements sur leur rentabilité prévisionnelle, on l'a déjà pointé. Des regroupements sont nécessaires, surtout pour les jeunes. Se regrouper à 50 ans, ça n'a pas de sens. Donc, se regrouper à 50 ans, si effectivement j'ai un jeune qui reprend derrière, ça a du sens. Hein. La reprise de l'exploitation derrière, ou la continuité de l'exploitation est un élément considéré comme un facteur clé de succès. La maîtrise des données environnementales, bon, c'est devenu un classique, je ne développe pas. La production doit être raisonnée pour être vendable. Bon, ça c'est quelque chose qui paraît logique. Et il y aura évidemment ce qui est raccroché par rapport aux jeunes de perspectives de développement, s'il y a perspective de transmission. Voilà. Donc, vous avez ici... alors évidemment, excusez-moi, j'ai une demi-heure de temps de parole, je suis obligé d'être un peu elliptique. Bon, évidemment, tout ça, on peut le creuser et le développer. Mais vous avez ici à peu près la cartographie des axes sur lesquels il est possible d'orienter du conseil auprès des éleveurs. Ça n'empêche pas de faire du conseil technique. Ça n'empêche pas de faire du conseil sur un certain nombre de points. Mais, effectivement, il va falloir de plus en plus colorer, si je puis dire, hein, qualifier le type de conseil, argumenter le conseil qu'on va vendre aux éleveurs
à partir de ces axes-là, qui sont, à mon avis, les... Bon, c'est des tendances lourdes, c'est sûr que c'est pas des choses brutales, mais qui sont, à mon avis, les points sur lesquels on pourra capitaliser. C'est sûr qu'une entreprise qui souhaite innover sur du conseil en élevage et qui s'inspirera peu ou prou de ces axes-là en matière d'argumentation et de vente de ces conseils, prendra certainement des avantages déterminants sur le plan commercial. Alors, pour illustrer ça c'est le résultat d'une petite étude qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps. On avait listé ici les thèmes sur lesquels on peut avoir du conseil auprès des élevages. Hein. Et puis on avait posé une question aux éleveurs en disant, voilà, hein, en face de ces thèmes-là, au niveau du conseil, en termes d'allocation budgétaire, si je puis dire, quels sont les thèmes de conseil sur lesquels vous serrez les prix ? Quels sont les thèmes sur lesquels vous restez comme aujourd'hui et quels sont les thèmes sur lesquels vous allez lâcher un peu lâcher les euros, si on peut dire. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Hein, voilà, vous avez effectivement l'aspect stratégique. Bon, l'aspect optimisation fiscale et sociale qui nous concerne peut-être un petit peu moins dans cette salle. Les résultats technico-économiques de l'exploitation, hein, Confer, EBE, contrôle laitier, excusez-moi, EBE, je cherche le mot. Coût de production, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Coût de production, gestion des coûts de production dans les ateliers, ça a du sens. Bon, l'aspect transmission, ça nous concerne moins. Mais on voit quand même, effectivement, je dirais, tous les conseils classiques, hein, rester un petit peu, je dirais, pas au bord de la route, mais rester un petit peu au point mort. Et là, effectivement, il y a des axes de conseil qui se développent. Apprendre ou pas. Voilà, hein. Notamment l'aspect technico-économique qui émerge, l'aspect stratégique qui est intéressant. Alors pour terminer, dans la demi-heure qui me reste, hein, un petit peu, c'est quoi un petit peu 10 minutes Xavier me fait 5. D'accord. Ils sont mis à 2. Hein. Donc pour terminer sur ce point-là, bon, alors évidemment on a cité des axes, excusez-moi encore une fois d'être un peu théorique ou un peu général. Bon, je voulais quand même aller un petit peu sur la forme, c'est-à-dire comment est-ce que ce conseil peut être véhiculé, commercialisé, matérialisé, dans les années à venir. Donc quelle forme, quel profil du consultant ou du conseiller idéal. Et puis évidemment la place du prix. Alors, moi je suis arrivé à une certitude, mais je suis prêt évidemment à en débattre, hein, c'est que sur la forme, le consultant de l'avenir, ça sera un coach. Alors, ça veut dire quoi un coach, hein, parce que c'est un terme à la mode. Bon, tout le monde veut être le coach de tout le monde. Bon, pour moi, un coach, c'est un rôle qui est relativement précis et qui est identifié, depuis un certain nombre d'années maintenant. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui d'abord doit remettre en cause l'agriculture dans ses certitudes. Bon, donc un coach, c'est d'abord ça. C'est quelqu'un qui va aiguillonner en lui demandant s'il a raison d'avoir tort. C'est quelqu'un qui fixe des objectifs, alors conjointement, évidemment. La notion d'objectif devient, à mon avis, va devenir de plus en plus importante dans les types de conseils à apporter aux élevages, quelle que soit la nature de l'objectif, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va aider le coaché à trouver lui-même les solutions pour se les approprier et mieux les déployer. C'est sûr que quand les solutions à déployer par rapport à des objectifs viennent du coaché, il se les approprie plus facilement, plutôt que quand c'est le grand maître qui vient donner des leçons au nom de tel ou tel dogme. Qui programme des rencontres et des suivis de résultats, qui analyse évidemment les écarts, bon ça c'est plus classique, qui bâtit un plan d'action, etc., etc. Donc on est dans une logique que vous connaissez parfaitement, mais qui est une logique de conseil, moi que je trouve intéressante, c'est d'avoir quelqu'un effectivement qui fixe des objectifs avec un éleveur, et surtout qui fait rentrer un éleveur dans un processus de suivi de l'évolution des résultats qu'on peut espérer. C'est quelqu'un qui revient dans l'exploitation pour voir si effectivement ce qu'on a élaboré ensemble comme solution trouve son effet dans l'exploitation. Ça, c'est une demande récurrente des éleveurs que nous interrogeons. On en a marre d'avoir des gars qui viennent nous dire t'aurais pu ou t'aurais dû. Hein, je pense notamment à certains comptables qui viennent 6 mois après pour lui dire qu'il aurait dû investir dans tel domaine. En général, les éleveurs, quand on leur dit ça, ils sont contents. Bon,
À l'heure actuelle, on recherche plutôt quelqu'un qui, c'est un peu la notion de copilote, hein, qui s'assoit à côté de l'éleveur à un moment, puis qui réfléchit avec lui. Et qui, non seulement ça, va bâtir un plan d'action et va dire, bon bah, tu vas déployer ça, dans 3 mois je reviens, on fait le point, etc., etc. Alors, les objectifs sont peut-être pas atteints, mais à la limite, c'est pas grave, parce qu'on a aussi posé la question aux éleveurs, en disant, et si les objectifs sont pas atteints, parce que, fameuse, vous savez, fameuse obligation de résultat par rapport à l'obligation de moyens, si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on s'est mis autour d'une table pour réfléchir. On regarde effectivement comment les résultats ne sont pas atteints. Donc justement, on va travailler sur les écarts, on va travailler sur des mesures correctives, enfin des trucs extrêmement classiques. Mais ça, à l'heure actuelle, dans les élevages, ça se fait peu. Ça se fait un petit peu, mais ça se fait peu. Donc, le profil du consultant, le coach. Bon, c'est évidemment un spécialiste de l'élevage. Bon, ça c'est une banalité, il faut le rappeler quand même. Mais s'il a certaines expériences, encore une fois, c'est les éleveurs qui parlent, hein, dans d'autres secteurs d'activité, ça serait quand même apprécié. C'est-à-dire la notion de benchmarking commence, alors pas forcément dans ces termes-là, mais commence à être évoquée par les éleveurs. C'est-à-dire s'il a mis le nez à la fenêtre et qu'il est un petit peu aller voir ce qui se passe dans le privé, c'est pas inintéressant parce que ça apporte effectivement un complément de culture. Parce que bon, l'agricolo-agricole, bon, ça n'a qu'un temps. Donc il est également capable d'apporter le témoignage de cas similaires résolus dans d'autres exploitations. Ça aussi, c'est un point. Bon, nous, on l'avait pointé depuis longtemps. Hein, c'est effectivement un gars qui tourne dans d'autres exploitations, donc il a peut-être vu des cas similaires aux miens, ou des problèmes similaires aux miens. On ne veut pas citer de nom, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'il a fait dans des cas identiques dans d'autres exploitations. On l'a pointé, il doit s'engager sur le suivi des résultats auprès de son client. Enfin, cette notion d'engagement vis-à-vis des résultats est fondamentale. Pour moi, c'est un axe majeur. Hein, en ce sens-là, je pense que c'est un vrai conseil, un vrai consultant. Il faut s'asseoir à côté du client et être prêt à, effectivement, à ne pas forcément, à regarder avec le client qu'il ne va pas forcément se passer la chose qu'on a prévue. Bon, mais au moins, on est là pour l'aider et essayer de corriger. Alors évidemment, il reste disponible. L'image de la outline est à considérer. C'est quelqu'un qu'on peut pouvoir effectivement appeler entre deux phases de coaching. Hein. Il est en outline, on peut lui téléphoner, on peut le joindre à tout moment quand il y a un problème. Et évidemment, et surtout, il n'est pas dogmatique. Hein. Il ne vient pas poser des modèles qui ont fait leur temps depuis un certain nombre d'années. Bon, je l'ai déjà pointé plusieurs fois, je passe. Et il est évidemment attentif à ce qu'il va générer comme coût dans l'exploitation. Attention, notion de rentabilité, notion de revenu. On ne fait pas non plus maintenant dépenser n'importe quoi à l'éleveur sans vergogne, comme ça a été peut-être le cas d'un certain nombre de conseils dans les années précédentes. Alors, reste le prix du conseil, hein, rapidement. Je prie encore une fois de m'excuser pour cet exposé un peu elliptique, mais bon, on a vu des axes en matière de type de conseil, le profil du consultant, le prix. Parlons du prix. Ils répondent tous de la même manière. Enfin, encore une fois, je suis dans le haut du tam-tam. Hein. Un prix de conseil, dans sa valeur intrinsèque, n'a pas de signification. Bon, je traduis autrement ce qu'ils nous ont dit. Un prix horaire de journée, de visite, n'a plus de sens. Ou d'aura de moins en moins de sens. Facturé à la journée, facturé à l'heure, facturé... Bon. Ce qui est important, c'est l'usage. Okay. Quand vous posez la question, moi j'ai déjà maintes et maintes fois posé la question à des éleveurs en disant est-ce que vous êtes prêts à investir sur du conseil 2 000, 3 000 euros la journée? Allez, soyons fous. La réponse c'est ça dépend du conseil. Évidemment. Ça dépend du type de conseil. Alors, évidemment, si c'est 3 000 euros et que j'ai pas la preuve que ça peut m'en rapporter 6 ou qu'on ne me démontre pas comment ça peut en rapporter 6 à l'arrivée, je ne vais pas les mettre sur la table les 3 000. Hein, nous revoilà dans cette notion de rentabilité promise, espérée de la part du conseil. Un raisonnement de chef d'entreprise, bon, qui devient de moins en moins, de plus en plus logique, pardon. Donc, je vous rappelle le rôle d'un coach. Hein. On peut facturer tout ça quand on est coach. Hein. On peut former, on peut soutenir, on peut conseiller, on peut faire gagner, on peut faciliter, on peut faire gagner du temps. Le rôle d'un coach, c'est tout ça. Et l'utilité et l'usage du travail d'un conseiller, ça peut être tout ça pour faire gagner de la rentabilité, du confort, de la sécurité, enfin, tout ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc, ça, ce sont des choses à l'heure actuelle qui sont expérimentées par un certain nombre d'entreprises, j'en connais, avec évidemment du conseil technique à l'arrivée ou du conseil économique, ça pose pas de problème. Mais on est totalement sur ces axes-là. Et puis, je dois être vers la fin, donc je vous ai mis ici la citation d'un éleveur laitier en focus group, ceux qu'on organise. Je pense que ça résume assez bien ce que je viens de vous dire. Hein. C'est que effectivement, il doit falloir de plus en plus, et c'est normal et c'est très bien, moi je trouve, effectivement, prouver la rentabilité du gain qu'on va provoquer dans ce domaine. Alors, en conclusion, une ou deux idées fortes. Hein. La première, c'est que revenir sur ce que je vous disais. On est sur un marché mature, on est sur un marché en déclin, même si le mot n'est pas très sympa. C'est évidemment, pour les plus malins, l'occasion d'avoir en face de soi des opportunités énormes. Pourquoi ? Alors, j'espère vous l'avoir modestement démontré là, pendant ce petit exposé. Des axes de conseil comme ça crée forcément des gisements de conseils exceptionnels. Des gisements de conseils qui sont devant nous. Pourquoi ? Parce que les données de l'élevage sont en train de changer. Donc si les données de l'élevage sont en train de changer, et l'exposé précédent l'a démontré, les éleveurs vont évoluer au niveau de leurs attentes. Donc à partir de ce moment-là, on a devant nous de nouveaux espaces de conseil. Donc c'est pas dramatique, au contraire, c'est extrêmement positif. La difficulté, c'est que vous avez un certain nombre, effectivement, de conseillers qui sont autour des éleveurs à l'heure actuelle, que ça intéresse bigrement, et qui sont en train d'y réfléchir. Hein, à commencer par le contrôle laitier, même s'il a changé de nom, les vétérinaires, les centres de gestion, hein, qui commencent sérieusement à regarder ce marché-là en se disant, mais finalement, il y a du business à faire. Alors, est-ce que le fabricant d'aliments peut avoir son rôle à jouer là-dedans? Moi, à mon avis, tout à fait, dans sa partie. Hein, dans sa partie. Il y a des fabricants d'aliments qui raisonnent maintenant, qui forment leurs équipes de technicos sur comment vendre de l'aliment en travaillant sur les aspects technico-économiques avec ces fameux coûts de production qui m'échappaient tout à l'heure. Enfin, il y a des axes tout à fait intéressants à faire évoluer. Alors, et la deuxième conclusion, et je terminerai avec ça, les enjeux, ils ne sont pas tant quand on est effectivement fabricant d'aliments ou fournisseur en élevage. Les enjeux ne sont pas tellement dans le fait de trouver une gamme de services. Je ne suis pas inquiet, vous allez trouver si vous entamez une réflexion, si vous ne l'avez pas déjà entamée. Vous allez trouver des nouveaux services, vous allez trouver des nouveaux discours. Les éleveurs sont réceptifs. Le véritable enjeu, et j'attire votre attention là-dessus, et je terminerai là-dessus, c'est que le véritable enjeu est managérial. C'est-à-dire qu'il va falloir faire passer ce message-là auprès des équipes, notamment les gens qui vont véhiculer le conseil, je pense aux techniciens ou aux technico-aliments. Et là, il y a des enjeux managériaux extrêmement forts pour arriver à faire changer le discours de ces gens-là sur le terrain. Je l'ai même expérimenté à mes dépens, c'est pas facile. Bon. Donc, attention à ce point-là. Là, il y a un facteur clé de succès ou un point de vigilance, appelez ça comme vous voulez, qui me paraît déterminant, mais c'est un autre débat. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. J'imagine que vous avez un certain nombre de questions. Nous avons 10 minutes là devant nous avant le café pour interroger Philippe, qui lui aussi sera toute la journée avec nous, mais qui montre là il y a du travail, il y a des opportunités, il y a de la concurrence, il y a un certain nombre de facteurs à mettre en avant. Encore une fois, si vous pouviez vous présenter. David Chanson, Cavac, Vendée. Ma question, en fait, elle relate un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le service. Donc, je pense que par rapport à ce que vous dites, vous êtes vendeur de services. Donc, nous, on est fabricants d'aliments, et vous l'avez évoqué à la fin. On a une grosse interrogation, et moi, je me remets toujours en cause par rapport à ce qu'on peut essayer de vendre auprès des technicos. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit maintenir le produit en face du service, ou est-ce qu'on doit déconnecter ces deux choses-là? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de vendre
aux technicaux et aux commerciaux le concept. Et c'est mon interrogation aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas déconnecter les deux phases, parce que l'éleveur, je crois que derrière, il a toujours cette notion de vente et qui perturbe un petit peu le conseil. C'est effectivement un gros débat, le service intégré dans le produit ou pas. Bon, il faut parler, on peut presque parler de découplage. Moi, les exemples que j'ai vécus, je vais peut-être vous décevoir, j'ai pas de dogme ni de religion dans ce domaine-là. Moi, je ne peux pas parler de témoignages de ce que j'ai vécu. J'ai plutôt travaillé sur des scénarios où on a découplé, c'est-à-dire que les entreprises ont initié une gamme de services payants. Je parle fabricant d'aliments. Hein. Bon, en déconnectant du prix de l'aliment. Alors, c'est très mitigé comme résultat. La réception au niveau des éleveurs est bonne. Okay. Les éleveurs, à la limite, sont plus réceptifs à effectivement de voir qu'on a isolé effectivement le service par rapport aux aliments. C'est-à-dire, pour eux, c'est plus clair. Par contre, la vraie difficulté, encore une fois, elle n'est pas là. Les techniciens vont jouer le jeu volontiers, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement présenter la gamme de services. Il fait une gamme de services avec des arguments, des fiches produits, enfin, tout le truc classique, quoi. Derrière, c'est le travail d'argumentation sur le fait de dire, si tu prends ce service-là, si tu achètes, entre guillemets, ce service-là, on va arriver à te faire progresser sur tel point, mesuré économiquement. Et là, il y a une promesse qui avait été argumentée au départ, sur lesquelles les éleveurs ne demandent qu'à être convaincus, et c'est les techniciens qui ne le sont pas. Parce qu'on rentre très très rapidement dans une notion, ils ont l'impression qu'on s'engage sur du résultat, et là, ils ont une peur panique, c'est de perdre le client. Donc, il y a effectivement, à ce niveau-là, c'est pour ça que je terminais sur les enjeux managériaux, et je ne suis pas plus malin que tout le monde ici. Hein. Moi, j'ai la certitude qu'il faut effectivement, vraisemblablement, découpler le service du produit, rendre lisible une offre de service, quitte à avoir un prix derrière, mais il faut effectivement, le point de vigilance ou le facteur clé de succès, c'est est-ce que votre service est argumenté sur un gain potentiel généré. Parce que c'est ça le plus important. Et après, que vos équipes en soient convaincues. Et ça, c'est un travail managérial. De formation, de formation, de formation, de formation et de formation. Désolé de vous répondre. C'est la seule réponse honnête que je peux vous faire. Est-ce qu'on risque pas d'avoir une espèce de cacophonie dans le service avec la quantité d'acteurs présents et... Oui. La réponse est oui. T'as une autre question? Question fermée, là? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, il est que si les technicos ont du mal à lire les offres, les nouvelles offres de services, ou à se les approprier, ou aller jusqu'au bout là-dedans, il y a d'autres acteurs qui sont moins bloqués par cette argumentation, ou est-ce que on est encore aujourd'hui en élevage avec des gens qui restent sur leur position? Ou est-ce qu'il y a une évolution de la nature du comportement des acteurs au-delà de l'offre, quoi? Est-ce que tu vois vraiment des coachs sur le terrain qui vont faire des matrices SWOT en élevage? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Là, cet après-midi, on a un intervenant, Philippe Romeau, pour ne pas le nommer, qui travaille déjà sur ces axes-là. Bon, excusez-moi de parler de Cogedis, mais c'est mon groupe. Cogedis Fideor déploie déjà ce genre de conseils stratégiques sur le terrain. Ça se fait avec des groupes d'éleveurs. Hein, des groupes d'éleveurs, des groupes de travail d'éleveurs, où il y a un consultant qui réunit une dizaine d'éleveurs sur lesquels on fait travailler sur de la réflexion stratégique. Et ça marche nickel. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi un raisonnement stratégique ou marketing s'appliquerait pas à une exploitation agricole. Ça marche sans aucun problème. Donc après, effectivement, bon, c'est une cible très précise, c'est des éleveurs extrêmement précis. Bon, il faut effectivement qu'on fait venir dans ce genre de réunion, mais je vois pas où il peut y avoir de cacophonie là-dedans. Mais encore une fois, j'insiste, hein, un éleveur qui, bon, ils sont pas tous comme ça, mais il faut quand même reconnaître qu'un gars qui a, bon, je prenais cet exemple-là, mais qui a 1,5 million de quotas sur le dos à 5 ou 6 associés, il dort pas bien certaines nuits, quoi.
Bon, donc le fait de dire est-ce que ça t'intéresse qu'on réfléchisse un peu à ton avenir et qu'on pose 2-3 bases d'orientation au niveau de ton exploitation, ou en tous les cas qu'on solidifie les idées que tu as dans la tête, il y a des éleveurs qui sont prêts à payer cher pour ça, hein, pour avoir ce type de service. Okay, quitte ensuite à voir les répercussions sur tel atelier, telles conséquences techniques sur tel autre, etc. etc. Yves Trégaro, France Agrimaire. Je vous avais reconnu. Oui, mais bon, quand je me présente, je le fais. C'est pour la vidéo. Non, mais excusez-moi, c'est un peu de l'humour facile. Vous avez raison, je pense que le gisement, il est là. Est-ce que l'une des difficultés, c'est pas d'aller les chercher aussi, parce que moi, j'ai l'impression, vu de loin, que finalement, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont besoin de conseils, mais finalement, ils sont pas prêts à aller vers ce conseil. Il faut aller les chercher. C'est peut-être moins vrai en lait, mais ce fut vrai, et c'est très vrai en viande, surtout dans certaines zones géographiques. Oui. Mais là, on revient sur une problématique marketing, c'est-à-dire que c'est l'œuf ou la, enfin, si on peut dire l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que j'attends que les éleveurs soient demandeurs, ou est-ce que je fais une offre? À l'heure actuelle, au niveau conseil en général, et par rapport au type de conseil dont je parlais tout à l'heure, il y a relativement peu d'entreprises qui ont une offre lisible. D'accord ? Un des problèmes de marketing quand on commercialise une offre, c'est de la rendre lisible. Bon, vous êtes des experts en marketing, je pense que je vous apprends rien. Il faut effectivement qu'on puisse savoir où est votre offre, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi est-elle constituée, à quel prix elle est vendue, qui va me la commercialiser, etc. Cette lisibilité doit être évidente. Il ne suffit pas de lever le doigt en disant « moi je vais vendre du service ». Bon, ouais, quel service, comment, à quel prix, etc. Donc tant que les éleveurs ne seront pas effectivement imprégnés, si je puis dire, qu'ils ont autour d'eux un certain nombre d'organismes qui sont prêts à les aider, bah, ils ne seront pas convaincus. C'est évident. Donc c'est un peu le fou la poule, si vous voulez. Donc je pense que les entreprises de l'agrofourniture, il y en a un certain nombre qui l'ont fait depuis longtemps dans le végétal, hein, bon, sont amenées à rendre de plus en plus lisible leur offre, que ça soit sur leur site, sur leurs papiers commerciaux, ou à travers l'argumentaire de leurs techniciens. Il y a un gros effort à faire dans ce domaine-là. Mais le marché est demandeur, potentiellement demandeur. Tu parlais de structures qui avaient des espèces de casseroles. Est-ce que... J'ai dit ça, moi? T'as pas dit casserole? Non, c'est pas le mot que j'ai Ce que je veux dire, c'est que tu disais qu'il y avait les éleveurs n'étaient pas forcément prêts à prendre pour acquis des dogmes déjà, enfin, ou des gens qui leur imposaient des dogmes auparavant. Est-ce que c'est vrai dans tous les secteurs? Est-ce que c'est plutôt une relation personnelle d'un éleveur d'une zone, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de général? Moi, je l'ai constaté un peu partout. Enfin, tu parles de zone géographique? Oui, géographique. Non. Alors après, ça dépend un peu des départements, parce que parmi les conseilleurs, il y en a qui dépendent aussi, qui sont par département, hein, donc je ne viserai personne. Mais non, enfin... Non, il y a aussi un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est l'arrivée aussi des jeunes générations, qui remettent en cause effectivement un peu les conseils de papa, enfin, pour des raisons positives ou négatives d'ailleurs, mais ça aussi, ça fait évoluer les choses. Et ça remet en cause, et c'est pas plus mal. Bonjour, Mélanie Galliot du BTPL. Vous parlez en début de votre exposé sur le fait de ne pas perdre de temps avec des ateliers non rentables. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les agriculteurs ont toutes les clés pour mesurer réellement la rentabilité d'un atelier sur du moyen et long terme? Non. Non. Ce qui constitue un jugement de conseil exceptionnel. Il y a relativement peu, bon, c'est une étude qu'on avait faite, mais il y a déjà quelques années, hein, donc je pense que je vous dis là est peut-être pas totalement actualisé, mais il y a quelques années, on avait fait une étude sur les centres de gestion, et notamment sur un thème qui était quels sont, dans les départements du fameux croissant dont on a parlé tout à l'heure, quels sont les centres de gestion qui sont capables, par exemple, de proposer à leurs adhérents le calcul de coûts de production, par exemple sur les ateliers. Il y en avait relativement peu, hein, qu'on se comptait sur les doigts de la main. Alors peut-être que les choses ont évolué depuis, hein, mais la réponse est encore non. Oui, donc, mais allons-y. Allez voir un éleveur en lui disant « Est-ce que ça t'intéresse qu'on calcule ensemble tes coûts de production ?» Je t'aimerais qu'il dise non, hein. Surtout en ce moment.
Nous avons un gisement de questions, mais nous avons aussi un gisement de petits croissants et de café. Merci beaucoup, Merci Philippe. à vous. Merci à Yves qui avait dressé le premier panorama pour permettre de construire la journée. Je vous donne 25 minutes en fait, donc et pour en profiter.